Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. France-Afrique, francophonie, un pilier de l'aliénation néocoloniale, nous nous interrogeons. France-Afrique, francophonie, un pilier de l'aliénation néocoloniale, nous nous interrogeons ce matin. Présenté à l'origine comme un creuset de dialogue des cultures et plus tard comme un des outils de développement des pays de l'espace francophone, l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF, a été conçue par la France plutôt pour servir d'arme d'aliénation culturelle. Son objectif, sans ambiguïté, est de faire des locuteurs du français dans ses colonies, ex-colonies et néocolonies d'ailleurs, les esclaves modernes, c'est-à-dire des travailleurs corveillables à merci, privés de la capacité d'autodétermination et sur lesquels elle disposera du droit d'usus, de fluctus et d'abusus. Depuis sa fondation, de la Gaule à l'État des Francs au XVIIIe siècle, pour ne pas dire au 8e siècle, jusqu'à nos jours, en passant par sa reconnaissance comme la nation de France au XIVe siècle, les actes que pose la France nous renseignent sur le caractère mensonger et trompeur de ses discours. Les premiers à le savoir, eh bien, sont les Français eux-mêmes, plus précisément leurs érudits, parmi lesquels l'inventeur du terme francophonie, l'écrivain Onésime Reclus. Vous l'avez bien compris, celui qui a créé justement ce mot, ce terme francophonie, s'appelait Onésime Reclus. Il faut souligner qu'à l'instar des autres nations euro-asiatiques, notamment l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Russie, c'est par la guerre, le pillage, les razzias, les massacres et les génocides d'autres peuples que la France s'est construite. Elle a toujours esclavagisé les peuples qu'elle a soumis. Elle impose toujours aux populations des territoires conquis, une domination linguistique, culturelle, économique et sociale, toute exclusive, celle-là même que les Grecs et les Romains leur avaient imposée durant des siècles. La France a si bien assimilé la leçon que depuis, c'est la prédation des peuples, c'est-à-dire l'impérialisme, le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme et le mensonge d'État qui font de ses concepts du monde, sa philosophie, sa langue, son système éducatif, sa culture, son État et les relations de celui avec sa propre population et les nations étrangères. Le terme francophonie a été utilisé pour la première fois par Onésime Reclus, géographe et ancien militaire dans les colonies. C'est dans le même ouvrage, France, Algérie et colonies, paru en 1883, que l'auteur confiait que la survie et la prépondérance de la France passait par l'expansion de sa langue. Cette expansion ne pourrait être réalisée que par la domination sans réserve d'autres peuples. Onésime Reclus, manifestement, a tiré une leçon singulière de l'histoire des peuples euro-asiatiques, le même, et surtout la même que la France a fait sienne. En clair, la francophonie est une organisation pensée pour défendre les intérêts exclusifs de la France sur la base de la colonisation des autres peuples sous toutes ses formes, quelle que soit la dénomination qu'elle lui donne. Cette colonisation ou néocolonisation est fondée sur la négation de la dignité humaine des peuples. Il faut préciser que l'idéologie conceptuelle de la francophonie est donc nécessairement impérialiste, colonialiste, esclavagiste et surtout raciste. Pour prospérer, elle s'appuie l'inversion des valeurs des peuples, des territoires conquis et le mensonge systémique. Ainsi, tel le loup qui s'habille de peau d'agneau pour entrer dans la bergerie, ils ont élaboré des éléments de langage et des discours lénifiants pour tromper la vigilance des peuples afin de les assujettir sans coup férir. La France est un État prédateur structuré et organisé pour fonctionner comme tel et sa langue est une arme. Un tel État peut-il être qualifié de pays des Lumières et des droits de l'homme? La propagande des États occidentaux nous répond oui. La réponse est logique, puisque ce sont tous des États prédateurs. Par conséquent, lorsque la France s'autoproclame pays des Lumières et des droits de l'homme, la conclusion logique est que tout individu intelligent peut tirer et que
la France verse dans l'altération de la vérité. Allez donc savoir ce qui se cache derrière justement la francophonie. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. France-Afrique, francophonie, un pilier de l'aliénation néocoloniale. Nous nous interrogeons. Qui d'autre qu'un sociologue pour répondre à cette question? Nous sommes avec Jonathan Matenguene. Il est avec nous, il est enseignant à l'université de Douala. Jonathan Matenguene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à nos milliards de téléspectateurs. Nous parlons ce matin de la francophonie. Est-ce un outil d'aliénation des peuples? Commençons par là. Oui, l'aliénation considérée au sens étymologique, c'est la domination. Oui. L'aliénation, c'est la domination. Seulement, ce n'est pas une domination qui se limite à un rapport physique entre deux êtres. C'est une domination qui trouve ses structures élémentaires dans la personnalité, la fabrication d'une personnalité de dominé. Parce que lorsqu'on dit que vous avez été aliéné, on a construit chez vous une acceptation, de la domination. Oui. Une naturalisation de la domination. Voilà, il faut dire comme ça. La naturalisation de la domination. En ce moment, vous êtes aliéné. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous avez l'impression que les choses, c'est normal comme ça. Alors, demandez à ceux qui discutent au sommet de la francophonie de manière triviale, le leadership de la francophonie tient à quoi? Ils vous répondront. À la promotion de la langue française. Effectivement, le rapport semble neutre. On se dit, oui, francophonie, c'est tout à fait le lien est là. C'est quand même la promotion de la langue française. Mais ça participe de faire comprendre que la langue française est quelque chose de tellement précieux que même si elle est arrivée par la brutalité chez d'autres peuples, ces peuples doivent se battre pour la conserver. Or, la conservation de cette langue, elle a quel sens? Elle a le sens qu'au niveau diplomatique, on assure indirectement le rayonnement de la France. Et donc, on assure le prestige de la France à l'international. Or, ce rôle éminemment devrait être dévolu à qui? À l'élite française, pas à l'élite, ou pas aux peuples qui ont été colonisés. Et donc, c'est un mécanisme subtil qui vous permet d'intégrer que la domination de l'autre est normale, qu'elle est même naturelle, et que ce que vous avez à faire, c'est de davantage vous impliquer pour que l'autre soit toujours ce dominant. C'est ça la francophonie. Les Français l'ont imaginé après avoir observé la naissance du Commonwealth, ce qu'ils ont appelé la richesse commune, les Anglais, dans les années 1930. Lorsqu'ils ont créé le Commonwealth, ils avaient imaginé l'empire colonial britannique, parce que les Britanniques l'ont imaginé dans le cadre de processus de décolonisation. Ils se sont rendus compte qu'à un moment, ces États, ces terres qu'ils avaient visitées, devaient à un moment prendre leur envol, se responsabiliser. Il y avait une élite. Par exemple, quand vous prenez le cas de l'Inde, avec les États comme l'Hyderabad, il y avait déjà des crises importantes. En Inde, il y avait des crises d'indépendance. En Chine également, Mao Tse-tung avait réussi à consolider la Chine continentale et il restait la Chine insulaire avec Taïwan. Il restait Taïwan qui était britannique et les Anglais ont compris que les dynamiques qui sont en cours sont inéluctables et sont irréversibles. Il fallait donc préparer la consolidation de l'Empire britannique, l'Empire colonial britannique, autour de quelque chose qu'ils ont appelé le Commonwealth. Et le Commonwealth, avec les pays qui sont membres, c'est qu'on se met ensemble et on reconnaît l'autorité de la reine d'Angleterre. La naturalisation de la domination. Et c'est un principe qu'ils héritent quand même de Rousseau, qui disait « Le plus fort n'est jamais sûr d'être le plus fort s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Donc, il fallait créer des organismes qui participent de ce qu'on appelle le champ des relations internationales, des organismes
qui n'ont plus la couleur du bâton et du fouet colonial, mais qui ressemblent à une sorte d'entente mutuelle entre les peuples et donc consensus autour de la langue anglaise avec les règles édictées par les Anglais qui se diffusent dans l'ensemble de la communauté et qui sont admis par la communauté comme étant des règles qui émanent d'elles-mêmes. Or, tout le monde sait que c'est l'Angleterre qui tire les marrons du feu. Exact. La France, donc en 1970, va reprendre sur le modèle du Commonwealth le même mécanisme avec la création de la francophonie. Ils vont créer cette organisation qui aura même d'ailleurs plus de membres que le Commonwealth parce que la francophonie va se retrouver aujourd'hui à près de 81 États, c'est beaucoup plus. Le Commonwealth, c'est 56 États, même si le Commonwealth est beaucoup plus important en matière de pays de pays, de la puissance des pays dans le monde, la pertinence des pays. Mais la francophonie, c'est 81 États. Alors, ils vont aller sur le même modèle et ils vont imaginer cela pour mieux contrôler les zones d'influence de la France et les garder. Parce que de l'autre côté, ils se rendent aussi compte que les Britanniques, leur mécanisme fonctionne et leur mécanisme leur permet de garder la main mise sur leurs anciennes colonies. Donc, la France aussi, pour garder son héritage colonial, va créer sa francophonie. La francophonie va se perfectionner et la francophonie ne sera pas elle-même étrangère des dynamiques de l'État contemporain, surtout dans les États néocoloniaux. Il y a les dynamiques de libération qui traversent l'État néocolonial, et ces dynamiques de libération vont affecter également la structuration de la francophonie. La francophonie va devenir aussi un espace d'affrontement, un espace d'expression des rapports de force entre les forces africaines qui veulent émerger, ou bien les forces qui sont en train d'émerger vers leur indépendance, et les forces conservatrices qui sont essentiellement portées par la France. Seulement, au sein de la francophonie, les forces libératrices qui sont impulsées à partir des États n'ont jamais pu avoir véritablement le dessus. Et c'est les forces conservatrices de la France qui sont restées puissantes. Et certains pays se rendant donc compte que au sein de la francophonie, leur avenir ne peut pas véritablement se jouer sans l'apport décisif de la France, vont inventer une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire se couper de la francophonie pour mieux influencer la francophonie. Et le plus bel exemple, c'est le Rwanda. Après le génocide rwandais de 1994 et l'implication, la complicité française qui a été mise à nu, les Rwandais vont décider de sortir de la francophonie. Ils sortent de la francophonie, ils intègrent le Commonwealth et ils adoptent l'anglais et le Kinyarwanda comme langue nationale. Ils vont aller sur ce modèle-là jusqu'à ce que, pour que la France revienne sur le territoire de RDC, va imaginer une réintégration du Rwanda, quoique le Rwanda ne va pas ramener le français au niveau de langue nationale. Ils vont repenser au retour du Rwanda et ils vont proposer au Rwanda la place de président de l'organisation, de secrétaire de l'organisation. D'ailleurs, c'est Mme Mushikiwabo qui est encore à ce poste. Donc voilà un mécanisme qui permet le mieux de lutter contre la francophonie, d'influencer la francophonie, sortir de la francophonie. Parce qu'à l'intérieur de la francophonie, vous ne pouvez pas changer grand-chose. Vous avez le témoignage d'Henri Lopez qui est assez parlant. Henri Lopez qui parle des dynamiques au sein de la francophonie qui sont liées également aux dynamiques de la France-Afrique. Parce que les sommets de la France-Afrique préparent les sommets de la francophonie. Donc, Henri Lopez raconte dans ses témoignages, il raconte ces expériences qui montrent les intrications entre francophonie et France-Afrique. Et vous allez voir que les personnages qui émergent généralement au sein de la francophonie sont les personnages qui ont été fabriqués au sein de la France-Afrique. Vous allez voir Abdou Diouf qui émerge de la francophonie et qui va se retrouver à l'UNESCO. Donc, trajectoires sont parfois les trajectoires de promotion des acteurs de la France-Afrique. La francophonie, c'est effectivement un mécanisme d'aliénation pour les pays africains.
Parce que d'abord, ça limite notre horizon de pensée au sein, en le confinant au sein de simplement la langue française. Ça nous empêche également d'avoir une véritable réflexion profonde sur nos langues nationales, qui sont notre vrai héritage que nous avons à perpétuer. Ça nous empêche d'avoir une réflexion profonde là-dessus. Et la francophonie a un impact sur le système éducatif parce que les pays membres de la francophonie sont généralement alignés sur un modèle d'éducation nationale. Et ce modèle est généralement calqué sur le modèle français. D'ailleurs, vous avez vu que pendant... Si jamais c'est un modèle français, il faut le préciser d'ailleurs. C'est Jules Ferry qui a inventé ce modèle où on dit que tu fais 3 ans à la maternelle, tu fais 4 ans, tu fais 6 ans au primaire, 8 ans au secondaire, c'est 6 ans, c'est 8 ans pour avoir ton doctorat au supérieur. Donc, c'est eux qui inventent, c'est Jules Ferry qui invente ça. C'est le modèle, c'est quand même c'est leur école. Donc, c'est leur école. Dans ce mécanisme, ils ont bien défini comment il faut faire. Et pendant longtemps, vous avez vu qu'il y avait un problème. Par exemple, avec les doctorats. Il y avait le doctorat d'État, il y avait le doctorat Nouveau Régime, il y avait le DESS, il y avait quand vous avez la maîtrise. Et pendant longtemps, le système anglo-saxon évoluait en sens opposé de celui, ou bien était beaucoup plus réduit, son système était plus court que le système français. Et tous les pays francophones étaient alignés là-dessus. C'est effectivement un outil d'aliénation parce que le temps qu'on met chez nous les francophones, chez nous qui disons être francophones, les pays francophones, dans les pays comme les nôtres, qui ont eu cette influence de la francophonie, tant que nous mettons à l'école est beaucoup plus long que le temps que met quelqu'un qui est allé dans les écoles du Commonwealth. Mais lorsque vous sortez de là, vous produisez pas plus de résultats positifs dans votre travail que ceux qui sont allés de l'autre côté. Donc, et parfois même, ils sont réputés plus doués que ceux qui sont à l'école francophone. Oui. Donc, au niveau même de la compétitivité, ce n'est pas un avantage. C'est essentiellement un alignement sur des positions idéologiques, sur des positions fortes d'un État, la France, qui veut dire j'ai un modèle d'éducation nationale qui marche et qui est importé dans le monde, qui est exporté dans le monde. Voilà essentiellement. Et ça participe encore de l'aliénation de ces peuples. Vous avez le mécanisme de coopération intellectuelle au sein de la francophonie. Vous allez remarquer que la coopération intellectuelle au sein de la francophonie, ça se fait par la promotion des intérêts, la promotion des chercheurs francophones. Mais là encore, vous allez remarquer une chose, un monopole assuré par 2 pays, la France, le Canada. Le Canada avait l'Université de Toronto comme pôle de réflexion pour les sciences politiques. La France avec Sciences Po comme pôle de réflexion pour les sciences politiques. Si vous prenez d'autres secteurs de réflexion, par exemple l'énergie atomique, c'est la France. Vous prenez les sciences dures, vous allez voir, c'est la France. Et il y aura un paradoxe. Peu importe votre bravoure en Afrique, vous ne pouvez être aligné que sur les modèles de ces 2 grands pays francophones. Vous voyez encore des logiques de domination. Oui. Et il y a quelque chose d'amusant, c'est que ces mêmes 2 pôles, autant ils sont présentés comme les sources de rayonnement. Bien sûr, il y a un petit pôle qui s'est créé au Sénégal, mais c'est relativement minime. Déjà que nous n'allons pas le classer dans le même, mais nous allons avoir un peu une typologie qui permettra de comprendre pourquoi nous n'avons pas placé. Pas beaucoup se demandent pourquoi pas le Sénégal. Le Sénégal, c'est quand même Cheikh Anta Diop. Mais tu sais qu'Anta Diop, c'est l'école dissidente. C'est un panafricaniste, c'est l'école dissidente. C'est un peu ce que nous défendons. Au niveau quand vous regardez la façon dont ces 2 grands pôles-là, au niveau francophone, se comportent, oui. Les 2 grands pôles sont plus aptes à aller copier dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis.
dont ils s'inspirent éminemment, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas des pôles de production du savoir de premier degré, ce sont des pôles de reproduction du savoir qui a été produit au premier degré. Vous voyez un peu la chaîne qu'on voit, on observe souvent au niveau politique. Le monde anglo-saxon produit l'information et le monde francophone diffuse l'information. Donc, ils vont copier là-bas, ils reproduisent les connaissances, ou du moins ils commentent les travaux des anglo-saxons. Eux-mêmes ont parfois des travaux intéressants, surtout en sciences physiques et dans d'autres travaux. Ils peuvent avoir des petits coups d'éclat. Hein. Dans les commentaires, on peut arriver au principe de rédibiscence. Hein. Ils peuvent arriver à des découvertes. Mais au niveau des pays africains et des autres pays francophones, vous allez voir une chose. Jamais eux, ils ne vont commenter les travaux de ces autres-là. Oui. Ils vont toujours regarder ces autres-là comme des exotismes. Ah, il y a un bon chercheur à l'université de Yaoundé. Ah, ok, c'est un anthropologie. Ah, il est bon, on va voir. On va organiser un petit sommet, une conférence pour les Africités. Et on invite celui-là. Il devient une sorte d'exotisme. Ça rappelle un peu les expositions universelles où le noir était présenté comme un vulgaire animal. Donc, vous aussi, scientifiques d'Afrique, pour ceux qui disent qu'ils sont un chercheur, c'est ce qu'on fait. On sélectionne son papier, on lui dit viens présenter, on lui paye son billet d'avion, tout. Nous aimons bien ça. Ils expliquent, on m'a payé un billet d'avion, je vais aller à Paris pour présenter mon papier. Mais la place qu'on vous accorde, ce n'est pas la place du chercheur de premier plan que vous apparaissez, que vous renvoyez dans votre université de départ. Oui. Vous êtes logé on vous a mis dans votre petit ghetto là-bas et vous expliquez vos affaires d'africité. Ce n'est pas le cœur de leur science. Vous êtes dans la périphérie. Maintenant, pour mieux vous caporaliser, on vous impose de devenir un des bons vulgarisateurs d'un des scientifiques qui évolue chez eux. Vous faites du copier-coller finalement. Vous devenez, c'est la lecture expliquée. Vous faites de la lecture expliquée. Vous rentrez, c'est vous qui expliquez comment celui-là travaille, vous dites que vous l'avez vu, vous le côtoyez. Ça devient l'objet de votre rayonnement. Vous le côtoyez et commentez ses travaux. Voilà ce à quoi on limite. Finalement, on a des professeurs sur les campus qui passent la majeure partie du temps à parler des autres qu'à parler de leurs propres travaux. Malheureusement. Toujours dans l'espace francophone. Et quand ils vont dire qu'ils sont dans la promotion des savoirs, c'est la promotion de la coopération, on va prendre un chercheur ici en postdoc qui va là-bas à Bruxelles, disons à Bruxelles, Université Bruxelles Libre pour se perfectionner. Il arrive là-bas et on le met dans ce sillage où il va tomber sur les travaux de quelqu'un qui est là-bas, qui a développé des travaux, alors là, en inadéquation avec le terrain africain, mais il a subtilement trouvé des explications à quelques petits phénomènes qu'il pense être en Afrique et dit, il faut aller développer ça. Et vous venez adapter ces travaux au contexte africain. Donc, il y a encore là un schéma de domination. Et c'est le schéma le plus dangereux. Parce que c'est pourquoi nous avons insisté sur l'aliénation en tant qu'un dispositif de la personnalité. Exactement. Parce que là, on fabrique des personnes qui sont présentées comme la figure de l'excellence, mais qui sont en fait le nègre de maison par excellence. Et qui rentre vous montrer qu'être un bon scientifique, c'est être un bon nègre de maison. Et comme ça, l'école francophone, c'est un mécanisme d'intériorisation de la domination du français et des figures de la science telles que présentées par la France sur les populations d'Afrique. Pour sortir de cet entretien, Jonathan Matengene, je vous poserai donc la question, est-ce que les États africains sont-ils finalement obligés de rester, de demeurer dans la francophonie ou peuvent-ils en sortir finalement? La meilleure manière de sortir de cette situation d'aliénation par la francophonie, parce qu'il y a plusieurs organisations, on a touché peut-être celles qui étaient les plus... il y a même sur le plan juridique, vous avez
les organisations qui sont devenues des outils, des instruments à la solde de la diplomatie française. Cette organisation des parlementaires de la francophonie, c'est carrément un outil à la solde de la diplomatie française. Ils font des résolutions où ils menacent des États. On a vu ça contre le Centrafrique il y a quelques jours. Il y a même les juges, les organisations de consultation de justice de la francophonie qui se permettent de toucher des problèmes de justice dans la francophonie, et ces organisations sont à la solde directe du Quai d'Orsay. Alors, s'il faille sortir de cette situation, quelle est la meilleure posture? Le Rwanda peut être un exemple. La meilleure manière de se libérer de l'influence de la francophonie, c'est d'en sortir. C'est-à-dire, tout ce que nous avons dit là, si un pays veut se couper de la domination par la francophonie, le meilleur moyen, c'est d'en sortir. Si la francophonie est entrée finalement dans le Commonwealth, n'est-ce pas sortir justement et puis finalement rentrer en prison? On ne peut pas faire le choix soit de la francophonie, soit le Commonwealth. Le sortir de la francophonie ne veut pas dire, parce qu'il y en a qui vont dire, mais s'il sort de la francophonie, mais qu'est-ce que Jonathan dit là? Si on sort de la francophonie, le pays fait comment? L'éducation s'écroule, tout ça. Non, c'est faux. C'est pas la francophonie qui nous a appris à parler français. La francophonie est née en 1970. Avant, on parlait français, nos parents parlaient beaucoup mieux que nous. Donc, on peut continuer à faire, sur un programme de réforme, on peut avoir un temps pour élaborer les curricula de nouveaux enseignements en langue nationale. Ça donne le temps à tous ceux qui sont des traducteurs, des locuteurs de faire leur travail. Ça donne aussi le temps à tous les chercheurs de véritablement travailler à la traduction des théories qui existent. Ça donne vraiment le temps au pays de se mettre à l'œuvre pour ces changements. Et pendant que ce travail est fait, les réformes sont progressives. On va sur un programme de réforme progressive. On peut aller sur 10 ans. Et au bout des 10 ans, totalement remodeler le système éducatif et avoir migré vers les enseignements nationaux. C'est ça la piste de sortie. Nous avons des langues internationales en Afrique, les langues africaines internationales, qui peuvent nous permettre de créer des ensembles assez puissants, des ensembles assez pertinents. Il y a le Fulfulde, il y a le Hausa, il y a le Swahili, il y a le Bambara. Des langues qui sont très parlées par les locuteurs africains. Pourquoi ne pas aller sur une réflexion organisée là-dessus? Vous avez des pays qui ont en partage, qui sont en train de se libérer, qui ont en partage certaines langues. Vous avez même le Lingala. Prenons un peu le Mali, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina. Ces pays peuvent adopter une même langue et aller vers une fédération, une organisation sous-régionale qui utilise et qui promeut cette langue. Travailler, il y a beaucoup de gens nous ont souvent posé des questions, mais quand même les départements de langue française, c'est parce qu'en Afrique, c'est les départements de langue française. Mais en France, ça a un sens. Parce que ça permet de produire des grammairiens qui sont assez dotés, qui réfléchissent sur la structure de la langue et qui améliorent l'utilisation de cette langue-là. Pourquoi ne pas avoir des instituts de linguistique avec des langues nationales qui vont travailler à une meilleure codification de la langue? Ces 3 pays-là, si on prend cet exemple, ils peuvent créer leur propre institut, travailler sur un système de migration vers une langue nationale qui deviendra la langue en partage et qui sera une organisation exactement comme on a eu la francophonie dans l'espace francophone, mais cette fois-là, on pourra dire peut-être les bambarophones, les banamophones. On n'est pas également obligé d'utiliser le mot faune à la fin. Disons que c'est pour que dans le sillage actuel, les gens comprennent. C'est-à-dire, ils pourront utiliser un mot et rendre compte de ce que c'est les locuteurs de ces langues qui se retrouvent là-bas. Et ainsi, forger ces langues, qu'elles deviennent elles-mêmes des langues
internationale reconnue dans le monde. Et quand ils vont réussir ce processus de migration et de conversion de la science, nous tenons à rappeler une chose. Pour que l'Europe devienne l'Europe, il a fallu que les Européens au Moyen-Âge, à la Renaissance, traduisent les auteurs arabes. Parce que tout le savoir était en arabe à ce moment. Ils ont traduit les auteurs arabes. Et c'est quand ils ont traduit les auteurs arabes qu'ils ont retrouvé la science. Et quand ils ont trouvé la science, ils ont pu développer la science dans leur propre langue. C'est le travail que la nouvelle génération africaine peut se donner. C'est de traduire en langue nationale les travaux scientifiques, les travaux majeurs dans ce monde, et mettre cela dans les curricula d'enseignement qui seront dispensés en langue nationale. La meilleure manière de rompre avec la francophonie, c'est de migrer vers un autre système de langue. Et lorsqu'on migre vers un système de langue nationale, on assoit désormais son développement, sa diplomatie et tous les mécanismes de sa souveraineté sur un élément qui anthropologiquement nous ressemble, la langue. Merci à vous, Jonathan Watengene, d'avoir été là ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition de Parole panafricaniste. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.